Bonjour, je tiens à remercier les organisateurs du séminaire et professeur Lyons de me donner l'opportunité de présenter ce travail. C'est un peu inhabituel pour moi de donner une présentation en français, et aussi c'est un peu inhabituel de donner une présentation à cette heure-ci, comme à Seattle, il est 3h30 du matin. Donc j'espère que je ne vais pas changer en anglais pendant la présentation ou raconter de grosses bêtises. Mais n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Donc, la présentation sera sur la synthèse modale et dériver des idées de la synthèse modale pour améliorer ou pour présenter une nouvelle classe d'éléments finis. Donc, ce que je vais faire, je vais motiver un peu le travail, revoir la méthode de synthèse modale et présenter des idées pour des nouvelles méthodes d'éléments finis. Parfois, dans la littérature, on voit le nom d'éléments finis spéciaux. Il y a différents termes qui apparaissent dans la littérature. Et puis, finalement, je vais tirer quelques conclusions. Voilà, donc le problème d'intérêt que l'on a peut être écrit de cette manière générale, où on prend simplement une divergence avec une matrice A qui peut avoir des coefficients qui oscillent beaucoup, ou avoir du contraste, et on cherche à calculer une fonction U qui satisfait cette équation différentielle. La matrice A étant symétrique positive définie, on aura un problème coercif un problème elliptique et coercif. Et la difficulté vient du fait que A peut avoir beaucoup de contraste dans ses entrées ou avoir beaucoup d'oscillations. Ici, je n'ai pas mis de paramètre epsilon qu'on peut voir parfois pour des problèmes multi-échelles. J'ai simplement englobé tout dans le A, en supposant que A peut avoir ces oscillations, mais on peut aussi mettre un A de epsilon, si on veut, pour paramétriser les oscillations. Donc, les applications physiques pour lesquelles ce travail pourrait être relevant incluent les écoulements dans les domaines poreux, les conduction thermique dans les composites, mais aussi de la dynamique dans des aciers triples. Mais d'autres applications sont aussi possibles. Bon. Donc, c'est assez... En fait, on sait bien depuis plusieurs années que les éléments finis, genre lagrangiens, basés sur des polynômes, P1 ou Q1 ou PK ou QK, peuvent avoir des difficultés quand on veut résoudre des problèmes où le coefficient A a beaucoup de variations ou beaucoup de contrastes. En particulier, il y a un papier de Osborne et Babushka qui indique que si vous me donnez un nombre entre 0 et 1, je peux créer une matrice A de telle sorte que les éléments finis vont converger avec ce nombre. Le taux de convergence pour les éléments finis sera le nombre que m'avait indiqué entre 0 et 1. Donc on peut faire des problèmes pour lesquels les éléments finis ont beaucoup de mal à converger. Ce qui indique qu'on aurait besoin d'avoir beaucoup d'éléments, ce qui résulte à un calcul cher ou parfois impossible si ça dépasse les limites de nos machines. Donc, nous voudrions trouver de bonnes fonctions de base ou formes, donc un sous-espace qui contient de bonnes fonctions, des informations pour résoudre cette équation, indépendamment, bien sûr, du terme source f. Beaucoup de techniques ont eu le même objectif pour améliorer la performance des éléments. Ici, j'en liste quelques-uns. Je m'excuse si j'ai oublié votre méthode, une méthode particulière. Donc on peut parler des éléments généralisés de Babushka, de Osborne, Melinck, des éléments multi-échelles de Thomas Howe, Efendiev et d'autres. Et puis aussi les méthodes de Variational Multiscale de Thomas Hughes et d'autres auteurs ont continué à travailler sur ce travail. Donc, pourquoi introduire une nouvelle méthode? Ce n'est pas vraiment que je veux avoir mon nom sur cette liste, c'est simplement l'idée plutôt de présenter un autre point de vue pour dériver ces éléments finis, un point de vue basé sur la synthèse modale, qui, je pense, présente
qui donne des idées, en fait, qui justifient pourquoi ces méthodes marchent bien, marchent mieux, je dirais plutôt. Et donc, c'est un point de vue qui n'est pas commun, et donc je pense que ça peut être intéressant de voir sous un autre angle pourquoi ces méthodes marchent bien. Et donc, on va essayer d'adapter ces idées de la synthèse modale. Donc, juste pour revoir ce qu'est la synthèse modale, voilà en gros une vue de cette méthode qui a été développée dans l'industrie aéronautique dans les années 50-60 par Craig et Banton. Frédéric Bourquin a fait une très belle analyse mathématique au début des années 90, et puis d'autres auteurs continuent à travailler dessus. Jeff Benikoff à Texas, mais d'autres personnes aussi. Donc c'est une méthode qui est très intéressante pour les industriels parce que si on considère par exemple un avion qu'on découpe entre le fuselage et les ailes, l'idée serait de calculer des modes propres locaux, par exemple sur le fuselage, ou des modes propres locaux sur les ailes. Ça serait l'étape numéro 1, calculer des modes propres sur les sous-domaines, sur les parties qu'on a coupées. Ensuite, trouver des modes de couplage, donc de l'information pour pouvoir transférer de l'information de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, qu'on appellera modes de couplage, qui sont définis en fait sur l'interface gamma, donc la courbe de séparation. Et après, avec le sous-espace qu'on a créé avec les points 1 et 2, on approche la solution globale du problème qu'on cherche à approcher. Donc les variantes entre ces méthodes diffèrent de comment on traite en fait comment on traite cette interface gamma. Si on veut mettre une condition de Dirichlet pour fermer le système ou une condition de Neumann, je vais me concentrer ici sur des conditions de Dirichlet homogènes qu'on va mettre sur l'interface gamma. Donc ce sont des méthodes qu'on appelle à interface fixe, quand la condition de Dirichlet égale 0 est enforcée sur l'interface gamma. En termes mathématiques, ce qu'on vient de faire, c'est en fait décomposer l'espace où on cherchait notre solution originale, qui est l'espace 1,0 de oméga, en 3 sous-espaces. Une version similaire sur les sous-domaines, 1,0 de oméga 1 et oméga 2. J'ai mis des guillemets ici parce qu'en fait on veut les étendre aussi par 0 sur la partie qu'on ne couvre pas. Donc une version similaire sur le sous-domaine, plus la partie de couplage. Et l'intérêt qu'on en a ici, c'est que c'est une somme orthogonale. Orthogonale pour le produit scalaire défini par A. Donc c'est cette orthogonalité qui va être très, très intéressante pour découpler les différents problèmes. Donc c'est une orthogonalité par rapport à A. Et l'espace V gamma est en fait des fonctions qui sont définies sur l'interface, qui séparent les deux sous-domaines, et ensuite qu'on étend de manière à minimiser l'énergie de notre problème, c'est-à-dire qu'on va résoudre l'équation différentielle originale avec un membre de droite égal 0 dans chaque élément, et la non-nullité de la fonction vient de la condition limite. La condition limite sur l'interface me donne le fait que la solution n'est pas nulle. Donc on minimise l'énergie dans chaque région, avec la contrainte que la solution soit égale à la trace sur l'interface. Donc cette décomposition, comme on l'a indiqué, est orthogonale par rapport au produit scalaire A, ce qui donne que, bien sûr, quand on prend deux fonctions dans les deux régions oméga 1 et oméga 2, le produit scalaire est 0 parce que leur support est 0. Mais quand on prend aussi une fonction dans le sous-domaine et une fonction de couplage, qui va transférer l'information de droite à gauche ou de gauche à droite, c'est aussi orthogonal à cause de la propriété de minimisation de l'énergie pour la fonction V gamma. Donc quand on écrit avec une décomposition orthogonale de ces sous-espaces une expression de la solution U, on peut juste projeter U suivant les composantes, suivant les 3 sous-espaces qu'on a. Et en particulier, si on a aussi une base orthogonale dans ces sous-espaces, par exemple une base reliée au mode propre de A, on peut écrire directement l'expression de U, comme ça, genre une expression de série de Fourier pour U, selon les modes que l'on a en théorie. Donc si on prend tous les modes, on voit que U
est égale à la somme des modes propres dans le premier sous-domaine avec le produit scalaire de f et de ce mode propre divisé par la valeur propre, et pareil pour les fonctions sur l'interface. En termes techniques, on dira que les fonctions z avec l'indice gamma sont des modes propres de couplage, donc sur l'interface gamma, qui ont été étendus sur le domaine oméga. Ce sont des modes pour le complément de Schur ou l'opérateur de Steklov Poincaré sur gamma, pour l'équation A, pour la forme relationnelle A que l'on considère. Et donc la synthèse modale va tronquer cette somme, ces sommes infinies, pour avoir un espace de dimension finie en utilisant les modes propres les plus bas, c'est-à-dire avec les fréquences, les valeurs propres les plus basses, pour approcher la solution U. Donc on pourrait en fait considérer que nos sous-domaines viennent d'une genre de partition de notre domaine oméga en des régions régulières, par exemple ici des rectangles, et créer une sorte de discrétisation, une sorte de sous-espace qui va approcher A. Donc si l'on fait ça, et que l'on prend par exemple un seul mode sur chaque région, mais qu'on met beaucoup de modes de couplage, donc 2j plus 1, c'est le nombre est choisi pour que la dimension fait j plus 1 au carré, qui est aussi le nombre de degrés que l'on a ici, le nombre de sommets sur notre grille. On peut résoudre, bien entendu, notre problème dans ce sous-espace V-CMS, et augmenter J, c'est-à-dire augmenter le nombre de sous-domaines, revient en fait à raffiner ou réduire la taille de ces sous-domaines H. Donc raffiner en H ou augmenter le nombre de sous-domaines, pour cette discrétisation, reviendrait à dire qu'on augmente le nombre de couplages, d'éléments de couplage. Quand on fait ça, par exemple pour le Laplacien, donc qui est une équation simple, on s'aperçoit que même par rapport aux éléments Q1, cet espace de discrétisation qui a la même taille sur une maille donnée est en fait plus précis à nombre de degrés de liberté donnés. C'est-à-dire que si l'on fixe la taille du système, le nombre d'inconnus que l'on cherche à résoudre, on aura plus de précision avec cette deuxième approche qu'avec la première. L'inconvénient, bien sûr, est que ces modes de couplage sont difficiles, beaucoup plus difficiles à obtenir que les modes dans chaque sous-domaine. Et aussi, ils sont définis de manière globale. Ils sont définis sur toute l'interface. Donc, l'alternative qu'on va prendre, c'est de trouver des fonctions à support local dans le domaine oméga, qui, nous l'espérons, donneront la même précision, l'espace d'approximation sera similaire à celui qu'on vient d'obtenir. Mais donc l'idée, c'est de localiser en fait ces fonctions de couplage. Donc on reprend le même problème, la même description, la même partition. Juste pour être un peu plus proche des notations d'éléments finis, on va maintenant appeler K les sous-domaines, mais c'est ça la seule différence. Donc nous allons proposer donc deux ensembles de fonctions qui seront un support local et dont l'objectif est vraiment d'approcher ces modes, dont l'objectif est que la combinaison linéaire de ces fonctions va approcher la combinaison linéaire de ces modes de couplage dont on parlait tout à l'heure, donc les modes de Steklov Poincaré sur gamma. Donc les fonctions dont on parle sont ces fonctions psi I, pour I ledge, ou une arête entre deux éléments, et phi p, où p est un nœud, un croisement entre plusieurs éléments sur l'interface. Cet espace vérifie encore et conforme, je dirais, avec cette décomposition orthogonale, c'est-à-dire que la première partie correspond au premier terme, et la seconde partie, qui est la somme de ces deux sous-espaces, est dans le V gamma, c'est-à-dire qu'elles vont être obtenues par minimisation de l'énergie également. Donc, une des méthodes, une approche pour définir ces fonctions phi p, c'est donc de résoudre l'équation différentielle que l'on a avec 0 dans le membre de droite,
et de choisir une trace particulière sur l'interface. Donc en 1997, Hu et Wu ont proposé une méthode qui s'appelle la Multiscale Finite Element Method, qui introduisait de fonctions similaires avec donc la même équation différentielle. Et la trace qu'ils ont pris, ils avaient deux choix de traces. Le premier qui était juste de prendre une fonction linéaire le long de l'interface gamma, ou une deuxième qui est décrite ici, qui correspond à utiliser de l'information de la matrice A pour récupérer l'information de A sur la trace, donc de prendre la trace de la matrice grand A ou d'une entrée de grand A sur l'interface pour pouvoir enrichir la fonction de base avec cette information le long de l'interface. Donc ça, c'est une fonction qui aura la même propriété que les éléments finis lagrangiens, qui sera 1 à un nœud et 0 à tous les autres. Elle pourrait être linéaire ou bien avoir une variation comme ça un peu oscillatoire le long de l'interface, mais après elle minimisera l'énergie dans chaque région. Et l'avantage, c'est que maintenant, le support est local. Il est local sur les 4 éléments ici qui partagent le point P. Et la deuxième classe de méthodes, ce sont des méthodes genre bulle qui seront définies sur chaque arête. Et ici, ce qu'on peut prendre, par exemple, c'est des modes propres du complément de Schur ou de l'opérateur de Steklov Poincaré sur cette arête particulière, qui sera aussi étendue de manière à minimiser l'énergie. Et dans ce cas-là, le support est maintenant que sur les deux éléments qui partagent cette arête. Donc on a vraiment localisé les fonctions de base qui nous intéressent. On a pris le choix ici de prendre des modes propres pour l'opérateur de Steklov Poincaré sur cette bulle. Nous allons voir plus tard dans la présentation qu'on peut prendre d'autres variantes. La seule contrainte que l'on a, c'est pas une contrainte, c'est ce qu'on a préféré prendre plutôt, c'est des fonctions qui sont bulles, c'est-à-dire qu'elles sont 0 sur tous les nœuds et qu'elles ont une valeur non zéro sur une arête. Donc quand on refait le même problème avec ces fonctions locales maintenant, en fait, on retrouve la même courbe de convergence pour la nouvelle discrétisation avec les fonctions locales. Les courbes sont l'un sur l'autre, avec toujours cette amélioration de la précision par le nombre de degrés de liberté. Donc, ajouter cette localité n'a pas changé pour ce problème la précision de la discrétisation. Donc, on remarque, nous avons défini des fonctions qui sont locales à chaque fois, soit dans un élément, soit sur l'interface. Et ce qui est important, c'est que nous avons essayé de respecter cette décomposition orthogonale, qui est orthogonale, je le répète, pour la formule variationnelle A, et nous avons essayé de la respecter pour définir notre espace de discrétisation. Nous avons une composante de notre espace qui est à l'intérieur de chaque élément, et une composante qui est sur l'interface. À chaque fois, nous avons minimisé l'énergie quand nous voulions étendre les fonctions de l'interface vers le domaine pour que le sous-espace obtenu reste conforme avec cette relation. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est pour d'autres cas de test, comparer ces 4 différentes méthodes où on a la fonction Q1, les éléments Q1, la méthode multi-échelle que l'on a mentionné brièvement tout à l'heure de Hu et Wu, qui consiste à prendre que les fonctions phi-p. Donc, parmi les 3 composantes que l'on avait ici, on a gardé que la partie du milieu. On a enlevé les deux termes différents. Et puis, on aura un cas où on aura les 3 termes. Et puis, le cas de référence où on avait les modes globaux sur l'interface. Donc ici, on n'a que le terme du milieu qui sont définis sur les nœuds. On n'a pas de bulles sur chaque arête ou de bulles sur les éléments. Ici, on a les 3 termes. Et puis ici, on a des modes globaux sur l'interface gamma. Donc on prend un autre problème qui est aussi présent dans la littérature.
où le A est oscillatoire, le F n'est pas oscillatoire mais polynomial, et on peut en fait écrire la solution exacte de cette forme. Donc en fait, on écrit la solution U plutôt, et puis après on a le F. Mais le F ne sera que polynomial, il n'aura pas de cosinus et de sinus, alors que le A des oscillations dans le domaine. Et puis pour comparer la qualité des différentes discrétisations, nous allons comparer l'énergie l'erreur en énergie entre la solution et notre solution approchée. Donc quand on fait cette expérience numérique, toujours à nombre de degrés de liberté constant, nous voyons que la méthode Q1 converge en effet, mais que la méthode multiscale finite element, ou la méthode où on utilise des fonctions de forme qui minimisent l'énergie, on a une amélioration de précision qui ici, pour cette particulière test, est de 15 fois. Toutefois, plus de précision pour la même précision, on a 15 fois moins de degrés de liberté que pour les éléments Q1. Et quand on fait les méthodes avec les 3 sous-espaces, ou la décomposition orthogonale avec des modes dans chaque élément et des modes sur l'interface, on améliore encore un peu la précision par rapport à un nombre de degrés de liberté fixé. Donc ici, nous avons utilisé qu'un seul mode bulle par cellule et une seule mode par arête. Donc l'enseignement qu'on a la conclusion qu'on peut faire de cette expérience est la suivante. En ayant pris ce point de vue de synthèse modale et de la relation que l'on a entre les sous-espaces, une relation qui est orthogonale pour le produit scalaire A, on arrive à faire une conclusion qui peut être listée ici. Tout d'abord, quand A est constant, les deux méthodes Q1 et multiscale finite element, je vous rappelle, c'est des fonctions qui sont par exemple linéaires sur l'arête et qui sont étendues de manière à minimiser l'énergie, sont les mêmes méthodes. L'espace est le même. Et donc, on avait que la méthode Q1 était précise. Ça revient en fait à résoudre le Laplacien. Et on sait que les méthodes Q1 sont très efficaces pour résoudre le Laplacien. Maintenant, quand A n'est pas constant, voici ce qui se passe. Quand on prend les éléments Q1, nos fonctions de forme NP vont avoir des composantes dans les deux sous-espaces. Alors que précédemment, dans le cas A constant, les éléments Q1 n'avaient une composante que dans le deuxième sous-espace. Maintenant, quand A n'est pas constant, on a une distribution de degrés de liberté en fait, des éléments Q1 dans les deux sous-espaces. Et en fait, on se rend compte qu'en forçant de mettre tous nos degrés de liberté dans V gamma, et c'est ce que fait la méthode multi-échelle qui minimise l'énergie pour définir la fonction de forme, on a en fait plus de précision. Donc cela semble indiquer qu'il est préférable de mettre tous nos degrés de liberté sur le V gamma plutôt que sur les bulles. Et je pense que c'est l'approche de synthèse modale, ce point de vue de synthèse modale qui nous permet de comprendre, au moins pour moi, de comprendre cette interprétation. Maintenant, si on met que nos degrés de liberté ici à une taille de maillage fixée, on va être très limité par la partie dont on n'a pas considéré. Mais cette partie devient de plus en plus petite, en fait, quand on raffine le maillage. C'est ce que cette deuxième ligne indique. C'est que la part contribution des bulles sur la solution originale devient de plus en plus petite quand on réduit le maillage, et donc toute l'information va être plus ou moins stockée dans le deuxième sous-espace. Nous avons montré un résultat de convergence pour cette méthode, qui est le suivant, qui en fait, si vous êtes familier avec les méthodes de synthèse modale, est en fait très similaire au résultat de Frédéric Bourquin, donc qui est le suivant en fait. Le fait qu'on a la différence entre la méthode de Bourquin et celle qui est présentée ici, c'est que nous avons des fonctions à support local sur l'interface. C'est surtout ça, cette différence. Donc si la fonction est régulière, la solution est suffisamment régulière, H10 avec un certain degré de régularité, et je vais expliquer d'où vient ce 3,5 dans quelques instants,
on peut montrer que l'erreur en énergie est bornée donc par l'erreur que l'on fait dans les bulles, c'est le premier terme de notre décomposition orthogonale, et l'erreur que l'on fait en approchant la solution sur le V-gamma, c'est-à-dire sur les fonctions qui minimisent l'énergie, définies sur l'interface. La constante C ne dépend pas du problème. Et ici, une différence, c'est qu'on a permis d'avoir plusieurs modes dans les bulles et sur les arêtes. Voilà. Donc, par exemple, si l'on continue à remplacer nos valeurs propres, si on relie nos valeurs propres à la taille du maillage que l'on a, taille des éléments, Frédéric Bourquin avait montré que toutes les valeurs propres lambda i k pour le problème qu'on considère peuvent être bornées de manière inférieure par une constante fois la constante de conversivité fois leur indice entier divisé par h carré, la taille où h est la taille du domaine, du sous-domaine. Par contre, on n'a pas le même résultat pour les arêtes, mais en pratique, on a souvent cette relation qu'on peut vérifier numériquement. On a un résultat qui est asymptotique de Weinberger, mais la différence ici avec le résultat de Bourquin, c'est que c'est valable pour tout indice i. Donc on voudrait avoir un résultat similaire pour tout indice i, et je ne sais pas s'il est disponible pour les problèmes, pour les modes propres de Steklov-Poincaré. En pratique, on le voit, mais bon, il faut le montrer, et donc il n'y a pas trouvé de référence là-dessus. Mais quand on remplace les valeurs propres avec ces cas particuliers, on voit qu'on récupère une convergence en h carré. Je vous rappelle que ici, c'est l'erreur en énergie en carré, donc c'est la norme, si vous voulez, h1 carré. Donc on a du h carré pour la convergence, qui correspond à montrer que la composante sur le sous-espace bulle décroît comme h carré. Et on récupère ici, quand la fonction est régulière dans h2, le même taux de convergence, h carré. Donc tout est décroît au bon taux de convergence. Juste pour vous donner quelques idées des ingrédients de la preuve, on utilise encore une fois l'orthogonalité entre les sous-espaces pour pouvoir décomposer la solution entre ces deux composantes, la composante bulle et la composante qui est définie sur l'interface. On fait la même chose pour la solution approchée. Et donc après, avec l'orthogonalité, on a juste à estimer les deux termes. Pour le premier terme, c'est simplement utiliser le lemme de CA pour dire que l'erreur est bornée par la meilleure approximation dans cet espace bulle. Et en utilisant la décomposition modale de A, on a donc cette erreur dans chaque élément K, qui correspond à borner la projection du membre de droite divisé par la valeur propre, la première valeur propre qui n'est pas considérée. Pour la partie sur les interfaces, donc la deuxième partie, on fait on démarre de la même façon en utilisant la lemme de CA, et puis on crée un interpolant qui est le suivant. On prend l'interpolation en E, et puis on fait une projection aussi de la différence sur les modes bulles sur chaque arête. Puis après, on étend ça de manière à minimiser l'énergie. Et donc c'est ici que la condition S0 plus grand que 3,5 est utilisée pour pouvoir en fait justifier ces opérations ici et aussi regrouper une erreur sur les arêtes en une borne sur un élément intérieur. Donc on a besoin de cette régularité, il me semble, pour pouvoir obtenir ce résultat final. Voilà. Bon, en pratique, tout ce que je viens d'écrire est intéressant sur papier, mais en pratique, on n'a pas d'expression analytique pour ces modes propres dont je viens de discuter. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on crée une sous-grille sur laquelle nous allons calculer numériquement ces modes propres. Et alors maintenant, on arrive à un point de vue qui est un peu... on peut choisir notre point de vue de comment attaquer cette méthode. Est-ce que c'est un modèle réduit, ou bien est-ce que c'est vraiment une discrétisation du moment fini avec des fonctions de base calculées numériquement? Donc il y a toujours cette dichotomie de savoir comment on va regarder ce problème en soit l'élément fini avec des fonctions de base calculées numériquement, ou bien un modèle réduit démarrant d'une grille très fine
créer des fonctions de base qui sont intéressantes. Et voilà comment en fait on peut relier ces problèmes avec le modèle réduit. C'est que quand on calcule numériquement nos fonctions de base qu'on a utilisées, qui sont des problèmes locaux, dans des grilles qui sont par exemple imbriquées les unes dans l'autre, on voit qu'au lieu, on va créer une matrice V qui va contenir ces fonctions de base dans chaque colonne, et puis on obtient ici la solution finale qui est dans l'espace engendré par ces colonnes de V. Mais l'avantage ici, par rapport aux méthodes de modèle réduit, est que le V transpose KV reste sparse. Donc, K, qui était la matrice sur le maillage fin, est sparse et grande. Maintenant, nous avons créé une matrice qui est plus petite, c'est l'idée des modèles réduits, mais avec une différence par rapport aux méthodes de modèle réduit classiques, je dirais, la matrice reste sparse, parce qu'on a utilisé la localité pour définir les fonctions de base. Voilà. Avec cette nouvelle discrétisation, on peut se demander si on va pouvoir réutiliser les mêmes solveurs linéaires. Et la réponse est oui. Bien sûr, si on utilise un solveur direct, il n'y a pas de problème. Nous avons aussi essayé une méthode itérative qui est appliquée pour cette nouvelle discrétisation, je dirais. C'est une méthode qui s'appelle FETIDP, qui est un préconditionneur basé sur le domaine de décomposition, qui a de très bonnes propriétés de scalabilité, par exemple sur les éléments classiques P1, Q1, PK ou QK. Et cette propriété de scalabilité est indiquée par le fait que le conditionnement de la matrice préconditionnée est borné par une constante fois 1 plus le ratio entre les tailles des sous-domaines et la taille du maillage au carré. Donc on a une croissance très lente du conditionnement quand on change le rapport grand H sur petit h. Donc ça, c'est un travail qui existe depuis plusieurs années, qui a commencé avec François-Xavier Roux et Charbel Farhat, et puis d'autres personnes ont continué à travailler dessus depuis. Il a été démontré d'avoir d'excellentes propriétés de scalabilité numériquement sur de très grosses machines, jusqu'à plus de 65 000 processeurs. Et quand on est sur un problème 2D, cette méthode utilise en fait deux niveaux pour pouvoir approcher la matrice que l'on cherche à résoudre, le système de la matrice que l'on cherche à résoudre. Donc le deuxième niveau est créé en utilisant juste une sélection de nœuds pour créer un espace grossier et obtenir ici une scalabilité. Donc en fait, nous allons utiliser une version modifiée de FETIDP pour cette discrétisation qui est un peu différente puisqu'on a utilisé maintenant des modes propres et des coefficients de degré de liberté qui sont en fait des poids sur des modes propres. Donc c'est la nouveauté. C'était un travail avec Axel Clavon de Cologne, Alexander Heinlein et Oliver Reinbach. Et en fait, pour définir le deuxième niveau de la méthode, nous gardons les mêmes degrés de liberté, c'est-à-dire qu'on découpe les sous-domaines, on garde en variable, ce qui est appelé variable primale ici, les nœuds au coin de sous-domaine, et puis toutes les variables qui sont sur les arêtes sont appelées variables duales, et puis les valeurs à l'intérieur sont en fait éliminées. Donc voilà, on a repris le même cas test de tout à l'heure, où la fonction a était oscillante et le terme de droite f est en fait polynomial. Et si on regarde numériquement le conditionnement, on voit que les points qui sont en bleu, je m'excuse, la courbe n'est pas très visible, ce sont les points en bleu qu'on obtient numériquement, et quand on essaie de trouver une amélioration, une approximation de la courbe décrite par ces points bleus, sous cette forme, on obtient une puissance de 2, qui est la courbe en rouge, et qui semble indiquer qu'en effet, on a une même propriété pour le conditionnement de la matrice préconditionnée. Donc, bien entendu, on demande d'avoir une preuve, mais au moins numériquement, les premières indications sont que c'est raisonnable d'espérer d'avoir ce conditionnement. Pour un problème qui est maintenant est un peu plus oscillant, un peu plus difficile, donc on a pris un coefficient qui est encore scalaire, mais qui a un peu plus d'oscillation par rapport au cas précédent. Le membre de droite est aussi gentil, c'est moins 1. Et donc on va créer en fait donc une méthode de FETIDP là-dessus pour résoudre notre problème.
Voilà la taille des systèmes que l'on considère. On va augmenter la taille du système et en même temps augmenter le nombre de processeurs qu'on utilise. Donc on va passer de 3000 inconnus jusqu'à 800 000 inconnus. Donc c'est la dimension de l'espace que l'on considère pour notre approximation. On voit que le nombre d'itérations reste raisonnable, ne semble pas croître trop rapidement. Et ici, donc, on a plus de 800 000 inconnus sur 1024 processeurs ou 1024 sous-domaines. Le conditionnement aussi reste acceptable. La croissance est contrôlée et le temps a une croissance plus importante au niveau du temps CPU. Si l'on voit maintenant que pour le calcul des fonctions de base, on utilisait des méthodes numériques, donc on a un troisième niveau de maillage très fin, un maillage de taille petit h et des sous-domaines de taille grand H. On peut voir que le nombre de points sur le maillage fin variait de 1 million jusqu'à 300 millions. Donc on partait d'un maillage, par exemple, pour le Kanika, où on avait 300 millions d'inconnus sur notre maillage. On faisait d'abord utiliser ces 300 millions de points pour définir notre espace ACMS, donc que l'on semble aimer pour l'instant, qui est 800 000 inconnus. Et puis sur ces 800 000 inconnus, qui est le système que l'on doit résoudre de manière globale, on applique cette méthode FET-IDP en utilisant ici 1024 sous-domaines. Donc les premières expériences numériques que l'on a et qui ont été publiées semblent indiquer que la méthode devrait marcher en 2D. Il faut bien sûr continuer et finir avec une preuve du conditionnement de la matrice. Mais aussi, ce qui semble indiquer, c'est qu'en regardant cette approche, prenant encore une fois ce point de vue de synthèse modale pour définir des fonctions de base et puis après un calcul numérique des fonctions de base, on a en quelque sorte créé un préconditionneur à 3 niveaux. C'est-à-dire si on partait directement de notre matrice avec 300 millions d'inconnus, on est passé à 800 000 et puis après à 1024. Donc on avait 3 niveaux qui ont été... on a une manière qui crée automatiquement ces 3 niveaux. Le dernier ensemble d'expériences sera plus multi-échelle, c'est-à-dire que l'on va changer maintenant le paramètre epsilon. Donc on a des matrices A qui dépendent d'un paramètre epsilon qui deviennent de plus en plus oscillants quand epsilon tend vers 0. Donc c'est un problème qui apparaît dans plusieurs applications. C'est un exemple très simple, académique, qui apparaît dans plusieurs papiers dont les auteurs utilisent pour comparer leur méthode qu'on appelle multi-échelle, donc qui est utilisée quand epsilon tend vers 0. Donc l'intérêt est de voir quand la taille du maillage ne résout pas epsilon, quelle est la précision qu'on peut avoir avec notre méthode d'éléments finis. Donc une des méthodes qui est très populaire en ce moment est la méthode multiscale dont je parlais tout à l'heure, la méthode de Thomas Arrow, qui prend simplement des fonctions soit linéaires sur les arêtes ou soit un peu oscillantes sur les arêtes, mais qui gardent la propriété de 0,1 au nœud, et les fonctions de base sont détendues de manière à minimiser l'énergie. On voit qu'en fait, en effet, on a une amélioration par rapport aux éléments Q1 pour la précision par le nombre de degrés de liberté quand epsilon tend vers 0. Mais il y a un phénomène qui arrive, c'est que quand epsilon tend vers 0, nous passons de la courbe bleue vers la courbe verte, vers la courbe rouge. Et on voit que la courbe rouge commence à remonter, et l'erreur, en fait, va remonter avant de redescendre et de terminer vers 0. Donc on a un peu une vallée ici qui apparaît, qui est un peu embêtante, c'est-à-dire qu'on va continuer à raffiner, mais l'erreur va remonter. Dans la littérature, ce comportement est caractérisé comme un effet de résonance. On peut donner une indication de pourquoi l'erreur ne décroît pas de manière monotone, c'est qu'en fait les sous-espaces ne sont pas emboîtés quand on raffine H. Donc jusqu'à ce que le coefficient est complètement résolu, les sous-espaces ne sont pas emboîtés quand on raffine H, et donc il n'y a pas de garantie que l'erreur va décroître quand on raffine le maillage. Et numériquement, on voit qu'en effet l'erreur peut monter. Donc quand on fait la méthode avec les modes propres, donc on avait nos 3 composantes, nos 3 ensembles de modes propres, on a une certaine amélioration, mais il semblerait aussi que quand epsilon tend vers 0, on va avoir plus tard, peut-être un peu plus tard, je n'ai pas pu le calculer pour des epsilon plus bas, mais à cause de mes limitations d'ordinateur, mais on voit qu'il semblerait que l'erreur pourrait soit être plateau, soit remonter, comme dans le cas précédent. Donc en fait,
avoir des modes propres, un seul mode propre n'est pas suffisant pour traiter cette augmentation de l'erreur. Si on augmente le nombre de modes propres, on voit qu'on semble décaler l'arrivée de ces augmentations. Donc augmenter le nombre de modes propres sur les arêtes semble décaler ce comportement. Donc ça nous a donné une idée de prendre un nombre de modes sur les arêtes qui dépend de epsilon. Donc ça semble un peu cher, a priori, parce qu'on va augmenter le nombre de degrés de liberté sur les arêtes en fonction de epsilon, c'est-à-dire, d'ailleurs là ça devrait être 1 sur epsilon, pardon. Le epsilon devrait être au numérateur, au dénominateur, pardon. Et on va prendre des sinus au lieu des modes propres, parce qu'ils ont ce caractère oscillant et qu'on a facilement une hiérarchie de fonctions. Donc S est simplement l'abscisse le long de chaque arête. On prend ces sinus au lieu des modes propres de Steklov-Poincaré. Et on va augmenter le nombre n, le nombre de fréquences, de manière qu'il soit proportionnel à 1 sur epsilon. On va toujours bien sûr minimiser l'énergie pour étendre ces fonctions dans le domaine. Et quand on fait ça, donc je répète, la dimension de l'espace va varier avec epsilon, même à h fixé. Nous avons donc cette convergence qui semble très jolie, où on n'a pas cette erreur qui remonte. Donc utiliser des sinus avec un nombre de sinus qui dépend d'epsilon, je le répète, c'est ça qui est important, l'erreur décroît. Parce que les espaces sont maintenant emboîtés. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, a priori, nous aurions pu avoir peur que augmenter le nombre d'arêtes pourrait être prohibitif. Mais en fait, on voit que comme ces courbes sont faites à nombre de degrés de liberté constant, c'est-à-dire que la matrice du système qu'on a à résoudre pour le système linéaire est indiquée ici sur l'axe horizontal, nous voyons que même si la matrice a beaucoup plus de degrés de liberté sur le même maillage, en fait, ces nombres de degrés de liberté contribuent de manière significative à la précision. C'est-à-dire que pour un maillage beaucoup plus grossier, on a à peu près la même précision que si on utilisait les Q1, pour un maillage beaucoup plus fin. Donc la première peur que l'on a d'avoir beaucoup de degrés de liberté sur l'arête, en fait, peut être contrôlée en disant qu'à degré de liberté fixé, on a beaucoup plus de précision. Maintenant, quand on fixe le rapport epsilon sur h et qu'on fait epsilon tend vers 0, ce que l'on voit numériquement, c'est que l'erreur décroît comme 1 sur epsilon, comme epsilon carré. C'est intéressant parce que la méthode multiléchelle, qui est ici en bleu, en fait ne converge pas. Ne converge pas quand epsilon tend vers 0, quand epsilon sur h est constant, et epsilon tend vers 0, parce que la borne de l'erreur pour ces méthodes a un terme epsilon sur h. Et il semblerait ici que nous n'avons pas ce terme, mais la différence, c'est que notre espace devient de plus en plus grand quand est relié avec epsilon. Donc voilà. La discrétisation qui est multi-échelle, qui semble dans la littérature, ne semble pas converger quand epsilon est constant avec h et epsilon tend vers 0. Et il y a un effet qui est souvent caractérisé comme un effet de résonance. Ici, quand on augmente le nombre de sinus sur les arêtes, de telle sorte qu'il soit proportionnel à 1 sur epsilon, on semble contrôler l'effet de résonance. Il faudrait avoir une preuve pour terminer, pour vraiment valider cette conclusion. Et aussi que la convergence apparaît quand epsilon tend vers 0 à epsilon sur h constant. Donc ça, c'est un travail qui est en cours avec Claude Dobris et Frédéric Le Gol à l'École des Ponts et à l'INRIA. Et donc voilà, en résumé, ce que j'ai voulu faire ici, c'est présenter comment, en partant des méthodes de synthèse modale, on peut avoir un autre point de vue sur les éléments finis qui nous indique comment placer nos degrés de liberté, dans quel sous-espace nous devons placer nos degrés de liberté pour avoir plus de précision. Bien sûr, ça demande un peu plus de travail pour définir les fonctions de base, parce qu'elles ne sont pas connues de manière analytique. On va devoir les calculer de manière numérique. On peut les écrire de telle sorte qu'elles sont à support local. Et il semblerait que cet espace V gamma, donc, qui est l'espace des fonctions sur l'interface qui sont étendues de manière
à minimiser l'énergie, est très important pour les discrétisations. Alors maintenant, comment définir très important? Les exemples que j'ai utilisés, c'était de montrer qu'on avait plus de précision par degré de liberté, mais il faudrait avoir une quantification un peu plus précise, peut-être, de cette importance. Donc, des possibilités de travail futures que l'on a pour cette approche, et donc de pouvoir définir de manière systématique des conditionneurs sur des méthodes de décomposition de domaine avec 3 niveaux. Et puis aussi, sur les modèles réduits, il y a la méthode de Lego d'Anthony Patera, MIT et de ses collaborateurs, peut bénéficier de ce travail pour généraliser le type d'interface qu'ils peuvent considérer entre les différents Lego. En fait. Comment l'assemblage entre Lego peut être fait. Voilà. Donc, merci pour votre attention.